on va se plaindre encore. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de toutes ces choses que je n'ai plus envie de voir dans la littérature en 2020. Et quand je parle de littérature, eh bien je vous parle de tous les livres, que ce soit du roman jeunesse, que ce soit de la BD, du manga, que ce soit de l'adulte, que ce soit du jeune adulte, que ce soit de la fiction. Évidemment, ça se base aussi sur ce que moi j'ai l'habitude de lire. Probablement que mes avis seront moins complets, mais de manière générale, je vais vous parler de toutes ces choses qui m'irritent dans le monde de la littérature, que je ne veux plus lire, que je ne veux plus voir, et qui j'espère seront corrigées dans les années à venir. J'ai divisé cette vidéo en un petit peu 3 grosses parties parce qu'il y a 3 grosses thématiques qui vont se dégager des remarques que j'ai à faire. Je vous les donnerai au fur et à mesure et on va commencer tout de suite. Si vous avez l'habitude de me suivre et que vous connaissez un petit peu mes vidéos, vous avez l'habitude que je vous en parle parce que, pas dire que je sois la plus subtile et la plus fine à ce sujet, vous le savez, une des choses pour lesquelles je lutte, c'est le féminisme et donc la lutte contre le sexisme dans toutes les formes qu'il peut prendre. Et le sexisme dans la littérature, malheureusement, c'est pas quelque chose de très rare et il y a plein de choses contre lesquelles j'ai envie de lutter. La première chose que j'aimerais voir disparaître, alors c'est pas vraiment par ordre hiérarchique, mais une des choses que j'aimerais voir disparaître, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé en vidéo, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, il s'agira des romances toxiques et des romances malsaines. Que ce soit dans les thrillers, dans les romances, dans les livres érotiques, dans la littérature blanche, dans la SFFF, dans la jeunesse, partout. Voilà, le mot d'ordre c'est que je ne veux plus voir ça partout. Parce qu'il y a quelque chose à savoir, c'est que si quelqu'un vous traite mal dans une relation amoureuse, ça n'est ni normal, ni sain, ni romantique. À aucun moment quand il y a un rapport de force qui va pénaliser l'une des deux personnes dans la relation amoureuse, c'est sain en fait. À aucun moment c'est normal, à aucun moment vous n'avez envie de connaître ça dans une relation amoureuse puisque tout simplement il n'y a pas d'équilibre et donc il y a forcément quelqu'un qui va profiter de l'autre, un qui va subir, un qui va être mieux et l'autre moins bien. C'est pas ce qu'on recherche dans une relation amoureuse, ni dans une relation amicale, ni nulle part, mais dans une relation amoureuse c'est vraiment pas l'exemple qu'on souhaite donner. Ne sont donc pas du tout romantiques les comportements de jalousie, de possessivité excessive, voire de possessivité tout court, hein. Chacun fait ce qu'il veut et l'autre normalement n'a pas forcément à maîtriser ses faits et gestes. Ne sont pas romantiques non plus les liens de supériorité ou de dépendance affective. Tout ce qui est manipulation affective, tout ce qui est manipulation mentale, là encore ça n'est pas romantique. Et bien sûr tout ce qui sera de l'ordre de l'agression physique, mentale, de la séquestration, des violences sexuelles, physiques, quelles qu'elles soient, mentales évidemment, ça n'est toujours pas romantique. Ça ne sert à rien d'essayer de nous vendre ça comme quelque chose de chouette parce qu'on va peut-être réparer l'agresseur. Non, c'est pas romantique, il n'y a pas d'égalité, il y a une des deux personnes qui souffre, c'est pas bon. Auteurs et autrices, je vous demanderai donc de faire attention aux textes que vous écrivez, aux choses que vous romantisez et normalisez, puisque vous avez des publics qui vous lisent qui parfois ne sont pas forcément éduqués à ce sujet, qui n'ont peut-être pas conscience de la normalité des choses puisqu'elles sont normalisées partout et qui finissent par penser que eh bien c'est quelque chose de logique et de parfaitement normal dans une relation amoureuse. Non, j'aimerais qu'on trouve quand même des relations saines dans des livres parce que ça fait pas de mal. Deuxième chose qui m'irrite spécialement et qui souvent est d'ailleurs liée au premier point, c'est que j'aimerais en finir avec l'image du bad boy. Vous savez, c'est cette espèce de type mystérieux qui a d'ailleurs souvent le charisme d'une chaussette sale, qui est 90% du temps méchant avec 90% du monde, d'ailleurs très souvent les femmes en particulier, mais que tout le monde trouve bizarrement extrêmement fascinant, très intéressant, captivant, et d'ailleurs c'est l'objet de toutes les attentions de l'héroïne la plupart du temps dans l'histoire. C'est ce même type qui d'ailleurs sera très souvent pardonné de ses comportements de gros con parce que vous savez, il a souffert dans son enfance, ou même il y a 2 jours parce qu'il s'est cogné le petit doigt de pied dans un coin de table. Et oui, il a le droit à tous les égards. Il bénéficie donc du totem d'immunité du gros con, puisque chaque personne qui existe dans ce roman, que ce soit ses amis, très proches bien sûr, évidemment, ou la pauvre meuf qui vient juste de le rencontrer et qui en a juste pris plein la gueule depuis le début, va chercher à le réparer, parce que vous comprenez, le pauvre, il faut l'aider. Alors qu'il mérite pas du tout qu'on l'aide, il mériterait juste de rester tout seul dans son coin à réfléchir sur toutes les choses de merde qu'il fait. Mais bon, voilà, je vous parle donc de ce type-là, ce bad boy qu'on retrouve dans des tas de livres, que ce soit les romances où il est quand même extrêmement présent, que ce soit même les livres de SFFF, le young adulte, avec vous avez cette espèce d'antagoniste que les gens n'aiment pas, mais on va finir par l'apprécier parce qu'en fait il a beaucoup plus de profondeur que ça, qui va normaliser des comportements de harcèlement, très souvent quand même, de violence,
violence, de toxicité, de manipulation mentale qui ne sont pas normales, qui ne devraient pas être normalisées dans des livres, dans des comportements, nulle part, hein. C'est pas parce que c'est de la fiction qu'on peut tout se permettre non plus. Et ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'on continue de normaliser l'idée que un homme, vous savez, ça peut être un peu rustre, il a même le droit d'être un peu rustre parce qu'en fait, il a souffert, il est un peu compliqué, il est timide, vous voyez, il a une espèce de carapace qui l'empêche d'être vraiment lui-même parce qu'au fond de lui, mais c'est un bisounours, vous comprenez? Voilà, on a cette image-là qui est très souvent normalisée de partout et on continue d'entretenir ça, hein, ce qui fait que dans la vie, on va se dire oui, mais vous savez, s'il est méchant, c'est une façade, hein, il est pas comme ça au fond. Si, il y a des gens, ils sont méchants et c'est comme ça, il n'y a pas de façade, c'est juste la réalité, faut arrêter de leur chercher des excuses. Mais on va aussi normaliser l'idée un petit peu du concept du syndrome de l'infirmière en fait chez les femmes qui sont là pour prendre soin des autres, des hommes, des femmes, de n'importe qui souffre parce qu'on a cette tendance, vous voyez, à vouloir réparer, à vouloir comprendre, à vouloir être là pour aider, alors que non, des fois on aimerait juste mettre un gros pain dans la gueule à un gros con, mais la société nous dit que non, en tant que femme, on doit être gentil et compréhensive et essayer de le comprendre, alors que lui, non, 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 il a pas essayé de vous comprendre, il a juste été un gros con depuis le départ et ça changera pas, ce sera à vous de faire les efforts. Moi j'aimerais que cette image du bad boy, elle disparaisse un petit peu, parce qu'on en a beaucoup vu, hein, quand même, dans les films, dans les séries, dans les livres, partout, hein, c'est quand même assez traditionnel. Ce serait bien qu'on passe un petit peu aux mecs sympas, hein, parce qu'il y a aussi plein de mecs sympas, et qu'on arrête d'avoir cette image insupportable. Troisième concept et troisième idée qui est forcément liée à tout ça, c'est que j'aimerais ne plus voir de sexisme ordinaire dans la littérature. Et ça c'est festival, c'est pléthore, il y en a partout, dans tous les genres, adultes, jeunesse, jeune adulte, SFFF, thriller, il y en a partout. J'en peux plus vraiment. Et alors ce qui est beau, c'est que le sexisme ordinaire, il se découpe sous plein de déclinaisons, vous le trouvez partout. On va commencer avec les personnages féminins qui sont méchants et qui sont toujours représentés sous les mêmes traits. Alors l'idée c'est pas de dire que je veux pas voir des personnages féminins méchants, hein, parce que on peut être méchant en étant une femme, un homme, je m'en fous, ça n'a pas de lien en fait, mais c'est surtout que quand une femme est méchante dans un livre, elle est souvent représentée avec les mêmes stéréotypes qui sont profondément sexistes. Le premier et sans doute le plus connu et le plus répandu, c'est l'image de la garce. Le personnage féminin va être représenté comme une femme, mais alors totalement superficielle, méchante purement gratuitement, hein. Elle prend uniquement soin de son apparence, hein, bien sûr, elle ne vit que pour son apparence, et elle a le QI d'une petite cuillère, voilà. Et en bonus, très souvent, nous avons droit à la part de l'auteur au petit ajout slut-shaming, hein. Autre aspect que je retrouve quand même très souvent dans les livres young adultes, hein, nous retrouvons très souvent le personnage de la méchante belle-mère, et là on peut remercier les contes, hein, qui sont quand même à l'origine de tout ça, qui ont diabolisé les femmes de tout temps, et donc la méchante belle-mère, eh bien, elle est arrivée là pour prendre limite la place de l'ancienne maman, qui souvent est morte, hein, bien sûr. Elle a souvent un intérêt déviant au père, elle est gratuitement méchante avec l'héroïne, elle est sans profondeur, souvent elle est d'ailleurs associée au concept de la garce, hein, souvent elle est aussi superficielle, parce que bon, ça mange pas de pain le sexisme, rajoutons-en une couche. Voilà, hein, pour l'image de la belle-mère, je pense que vous le connaissez, on l'a souvent. On a aussi le classique de la femme vénale, elle est méchante parce que de toute façon tout ce qui l'intéresse c'est de récupérer l'argent d'un homme, de se faire du fric, et puis le reste du monde, elle s'en fout parce qu'elle ne pense qu'à son blé. Et enfin nous avons le non moins classique, la petite copine jalouse, et oui, c'est souvent l'ennemi d'une héroïne, parce que son quotidien ne tourne qu'autour de la vie de son petit ami, elle est donc jalouse de toute femme qui va lui parler, va chercher à pourrir la vie de toute femme qui l'aura regardée, sera aussi très souvent considérée comme belle, superficielle, stupide, et puis pourquoi pas une petite touche de vénalité, parce que pourquoi pas, hein, autant tout mélanger, ça mange pas de pain non plus. Et autre concept assez classique que l'on peut retrouver dans le sexisme ordinaire dans les livres, ce sont les personnages féminins en compétition entre eux. Parce que pourquoi proposer de la sororité après tout, hein, ça ne sert à rien, autant rester en guerre les unes contre les autres et essayer de régler aucun souci. Évidemment, ces sujets de compétition entre femmes sont toujours sexistes, hein. Bien sûr, nous avons le classique, les femmes qui se battent entre elles autour d'un homme, d'un intérêt amoureux, parce que d'ailleurs nous ne sommes capables que de ça, hein, de s'écharper autour d'hommes, oui, c'est notre seul but dans la vie. Les compétitions se basant sur d'autres concepts sexistes comme la position sociale ou l'apparence physique, hein, puisque nous avons des concepts de guéguerre de superficialité, de beauté, de position sociale, parce que pourquoi est-ce qu'on se battrait pas autour de concepts de capacité intellectuelle ou sportive? Non, basons-nous sur des choses totalement superflues et sexistes, hein. Autour de remarques grossophobes aussi, parce que pourquoi ne pas aller dénigrer une femme parce qu'elle est plus grosse que moi? Ah bah tiens, quelle bonne idée, hein.
là. Un peu de sororité, bordel. On a assez d'ennemis en commun pour se tirer dans les pattes. Hein. Ce serait bien qu'on se serre un petit peu les coudes plutôt qu'être ennemis. Et autre petit détail qui viennent aussi souvent renforcer le sexisme ordinaire, nous avons par exemple les titres de livres problématiques, ceux qui viennent renforcer des concepts un petit peu sexistes. Mais alors mon préféré, ça a été la traduction du titre de Asking for It de Louise O'Neill par, je sais plus ce que c'est, les éditions Marsan, enfin l'ancien boss de chez Brajlon, où il est encore là-bas, j'en sais rien, mais qui a quand même traduit un bouquin qui parle d'une femme qui se fait violée, qui se fait slut-shamer parce que elle était habillée court, qu'elle avait consommé de l'alcool, des drogues, que c'était pas une personne qui était toujours très sympa avec les gens, mais qui va se faire condamner et on va la juger responsable de l'agression qu'elle va subir, qui va être filmée, diffusée, et tout le monde va se foutre de sa gueule et la blâmer. Cette femme-là qui subit une agression va donc en prendre plein la gueule, hein, et donc on va dire qu'elle l'a cherché. C'est quand même ce que l'autrice dénonce pendant tout le bouquin. Et quelle est la bonne idée de l'éditeur français qui traduit le titre? C'est de l'appeler une fille facile. Mais mec, tu fais exactement l'inverse de ce que l'autrice demande dans son bouquin. T'aurais pu trouver n'importe quel titre. Pourquoi utiliser le terme de fille facile qui en soi est hautement sexiste, puisque c'est clairement du slut-shaming, puisqu'on estime que si vous avez une sexualité active, libre, vous êtes une prostituée. D'ailleurs les prostituées c'est un boulot, hein, laissez-les tranquilles. J'aurais aimé que des recherches soient faites, que des personnes aient pu lui dire non s'il te plaît c'est pas une bonne idée, change. Bon bah c'est trop tard, hein. Tant mieux le bouquin est traduit parce qu'il véhicule de super idées, mais franchement ce titre, il est contre-productif mais de ouf. Voilà, j'aurais aimé que ce soit pas ça. Deuxième grand volet de cette vidéo, ce sera la représentation. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Le concept de représentation, alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le connaîtraient pas? La représentation, c'est quand même l'importance de représenter sur des couvertures, sur des médias, dans des livres, dans des textes, un peu partout, une diversité de personnes, puisqu'il n'y a pas un seul type de gens qui existent sur Terre, mais une variété innombrable en fait, infinie. Parce que le profil qu'on nous propose assez régulièrement et un peu partout, et 90% du temps, c'est un homme ou une femme qui sera blanc, qui sera hétérosexuel, qui sera cisgenre, qui va être très souvent athée ou chrétien au pire, mais souvent pas associé à une autre religion. Et ce serait bien qu'on nous propose autre chose, hein, puisque très clairement le monde est composé de plein de personnes avec des couleurs de peau différentes, des religions différentes, des genres différents. Vous avez aussi des différences classes sociales, pas toujours des personnes riches, vous avez aussi des personnes pauvres, vous avez aussi des personnes handicapées qui aimeraient bien arrêter de voir des discours validistes ou qui les effacent. Il y a aussi plein de morphologies différentes qui peuvent être représentées, il y a plein de modes de vie différents qui peuvent être représentés. Il y a plein de choses à faire, à voir, à représenter. Ça manque. Et pour parler de représentation, ce qui serait bien, ce serait qu'on arrête donc l'absence de représentation. Et cette absence, elle passe par plein de critères, que ce soit par exemple la représentation des auteurs. Ce qui serait chouette, ce soit qu'on ait plus d'auteurs concernés par un sujet qui soit publié, parce que ce qu'on voit quand même assez souvent, ce sont des maisons d'édition qui vont par exemple publier un texte sur le racisme, ce qui peut être très chouette, hein, de dénoncer le racisme, de dire que c'est pas bien dans la fiction, dans même d'ailleurs de la non-fiction, c'est très important, il n'y a aucun reproche là-dessus. Ce qui serait chouette, ce serait que, à texte égal, à sujet égal, une personne qui est directement concernée par le sujet, par exemple une personne noire, une personne asiatique, une personne non blanche en fait, puisse être publiée hein, en priorité on va dire par rapport à la personne qui est blanche et qui n'a pas vécu ces différents types de racisme, qui ne sait qu'en théorie ce que c'est, mais qui dans la pratique ne l'a jamais vécu, ne le vivra jamais, et c'est tant mieux pour elle. Mais ce serait chouette que les maisons d'édition aient quand même tendance à un petit peu inverser la balance et quand même un petit peu plus proposer des auteurs concernés par un sujet en publiant leurs livres qui sont très clairement orientés sur ce sujet. C'est quelque chose qu'on ne voit malheureusement pas assez souvent, et il y a une réalité qui est que très souvent vous avez des auteurs concernés qui vont se voir refuser un texte dans une maison d'édition parce que la maison d'édition va leur dire oui mais j'ai déjà un texte sur ce sujet, et aux surprises très souvent ça a été publié et écrit par quelqu'un qui n'est pas directement concerné par le sujet, et donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement dommage. La représentation, ça passe aussi par les personnages. On voit encore trop souvent le même type de personnage principal. Par là, vous comprenez bien, une personne blanche, hétéro, cisgenre. Et quand on les retrouve, ces autres personnages, on les retrouve souvent en personnages secondaires. C'est bien, hein, parce qu'il y a un peu de représentation,
mais c'est encore trop souvent que des personnages secondaires. Et quand ils arrivent enfin à être un personnage principal, il y a quand même une grosse tendance qu'on peut retrouver dans pas mal de bouquins et sur pas mal de personnages divers, c'est que vous avez quand même pas mal de destins tragiques, avec des morts, avec des violences psychologiques et physiques. C'est souvent qu'on ne représente pas quand même un parcours heureux, un parcours positif, alors que c'est aussi une réalité, hein, et avoir aussi une vie chouette, hein, ce serait bien. La représentation, ça passera aussi par les thématiques qu'on peut retrouver dans les livres. Il y a un problème qu'on retrouve assez souvent, c'est que par exemple, certains sujets vont être limite considérés comme un quota. Par des maisons d'édition. Par exemple, ah bah oui mais moi j'ai déjà publié des bouquins sur le racisme. Ah oui mais j'ai aussi publié des trucs sur l'homophobie. Ah oui mais j'ai aussi représenté des personnes handicapées. Et là aussi j'ai parlé des personnes grosses. En fait il faut donner un cookie hein, aux maisons d'édition pour leur dire bravo, tu l'as fait, super, c'est un comportement décent en fait, ça devrait être normal, ça devrait pas être exceptionnel, c'est super hein, de le faire, hein. Je vous reproche absolument pas de le faire du tout, mais il faut arrêter de le montrer comme donnez-moi une médaille, je l'ai fait. Pourquoi on vous donnerait une médaille de représenter juste des personnes qui existent? Faites-le juste plus souvent, le considérez pas comme un quota, comme quelque chose d'exceptionnel qu'on fait en plus de publier le même type de profil encore et encore et encore. Ça devrait justement pouvoir se mélanger avec tout ce qu'on a déjà eu l'habitude de voir. Directement lié à l'absence de représentation, vous avez le point suivant qui est carrément le gommage de la représentation, avec tout ce qui est concept par exemple de straightwashing ou de whitewashing. Alors je vais m'intéresser au whitewashing pour commencer. Alors qu'est-ce que c'est le whitewashing? C'est de gommer tout simplement la carnation d'une personne pour la faire passer pour blanche. C'est quelque chose qu'on retrouve donc principalement sur les couvertures de livres, hein, puisque généralement c'est la première chose que vous voyez en achetant le bouquin. Et donc vous avez à voir comme personnage qui est représenté sur la couverture quelqu'un qui a tout simplement une carnation blanche, des traits caucasiens. Et ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu assez souvent. Il y a des maisons d'édition assez connues et des bouquins assez connus qui l'ont fait. Pour en citer quelques-uns, vous avez par exemple les Chroniques lunaires avec Cinder où le personnage principal est quand même asiatique mais qui sur la couverture est blanc. Vous avez aussi, toujours dans les Chroniques lunaires, vous avez Winter, où le personnage principal, donc Winter, est quand même une fille, me semble métissée, mais en tout cas plutôt noire, qui est représentée comme une femme blanche. Vous avez aussi Les 7 maris d'Evelyn Hugo, qui avait été publié chez Milady, qui est une femme qui est, il me semble, plutôt cubaine, en tout cas hispanique, qui va être représentée sur la couverture française comme blanche. Et vous avez un autre pan qui est quand même assez courant, parce que souvent les personnes ne sont carrément pas identifiées sur la couverture, souvent c'est des objets ou des concepts, mais vous avez aussi ce qui est le straightwashing, et donc là le concept du straightwashing c'est de faire passer tout simplement un personnage qui appartiendra à une communauté LGBTQ+, comme hétéro. Voilà, tout simplement, on va essayer de gommer cet aspect-là de la couverture. Alors, où est-ce que t'as pu en voir, par exemple, récemment? Moi, j'avais vu ça sur un des threads de Planète Diversité, qui relève assez souvent les problématiques de ce genre, qui expliquait que c'était le bouquin Passing Strange, qui a été publié chez Actu SF, qui représente dans la couverture VO deux personnages queer dans les années 40, qui sont ensemble, qui essayent d'être ensemble parce que c'est pas la période la plus facile pour l'être, mais qui sur la couverture VO on voit bien que c'est pas un homme et une femme, voilà. Et sur la couverture française, eh bien on a vraiment rendu les personnages très normés au point que on pense vraiment que c'est un homme et une femme sur la couverture et pas autre chose. Voilà, sauf si on retourne le bouquin et qu'on lit la quatrième et qu'on se dit ah oui effectivement non c'est pas une romance hétérosexuelle, mais comme ça de prime abord ça ressemble quand même largement à une romance hétéro. Et la petite maison d'édition, je vous recommande quelque chose qui est très cool, ce sont les Sensitivity Readers, qui justement sont des personnes concernées, qui peuvent relire un texte éventuellement et vous dire eh ben là tu nous représentes pas très bien, ce que t'écris là c'est raciste, homophobe, ce que tu veux, mais c'est pas la bonne représentation, c'est pas la bonne façon de nous écrire, de nous représenter, et donc potentiellement d'éviter les erreurs, et donc de ne plus laisser passer des contenus problématiques. C'est valable pour les textes, les couvertures, les titres, il y a plein de choses à faire. C'est mon petit message de conseil aux maisons d'édition, même si moi-même je ne suis pas éditrice. Et enfin, troisième grand volet de cette vidéo, elle commence à être longue quand même, c'est le manque de nouveauté et d'originalité. Avec ces concepts et ces choses que j'ai vues, revues, re-revues, que je ne veux plus voir, qui me gonflent parce qu'il y a autre chose à faire quand même dans la littérature, mais qu'on continue de nous donner, de nous nourrir parce que pourquoi pas après tout, on continue de faire marcher une petite formule qui marche. L'une des choses que je ne veux vraiment, mais vraiment plus voir dans les livres, ce sont les romances obligatoires
dans les bouquins de young adulte. Alors moi j'ai une question, est-ce que ça fait partie du cahier des charges obligatoire d'avoir une romance dans un livre young adulte? Parce que je suis d'accord, le young adulte c'est quand même la possibilité de parler de l'apprentissage de plein de choses qu'on fait en grandissant, mais est-ce que ça a forcément besoin d'être accolé à un concept de romance? Et ben non, moi j'estime que non, on peut apprendre plein de choses et pas toujours tout mélanger avec la romance. Par exemple, il y a un truc qui mérite de ouf, ce sera les dystopies. Vous avez souvent l'héroïne qui est dans un danger de mort pas possible, le gouvernement veut sa peau, elle est confrontée à tous les obstacles de la Terre, elle va crever, ou on va l'emprisonner, ou ce que vous voulez, et ben paf, elle va tout remettre en question parce que l'amour de sa vie a pris une décision de merde, parce qu'elle est amoureuse. Stop! Elle a d'autres problèmes à gérer que sa vie amoureuse à ce moment-là. C'est pas parce qu'elle a vexé Jean-Kévin qu'il faut arrêter de combattre le gouvernement. Et d'ailleurs, en parlant de romance dans les young adultes, ce que j'aimerais bien arrêter de voir spécifiquement, ce sera les triangles amoureux. C'est relou, c'est prévisible, ça prend le pas sur l'histoire, et en plus, c'est absolument pas original, parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois, elle choisira pas le premier dont elle tombe amoureuse. C'est systématique, cherchez pas, triangle amoureux, paf boum, elle tombe amoureuse de Kevin, elle finit avec Michael. Voilà, hein, cherchez pas, ça se passe toujours de la même façon. Toujours plus d'hétérosexualité dans les romances, bien sûr, hein, toujours la même chose. Hétéro, 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 hétéro. Hétéro, 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 hétéro. Bon, je pense que ça illustre globalement plutôt bien la problématique. Hein. Autre chose que je ne veux plus voir, ce sont les trilogies inutiles. Alors, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans la fin des années 2000, beaucoup dans le young adulte d'ailleurs, mais c'est aussi valable pour d'autres genres, hein, et qu'on a aussi beaucoup retrouvé dans la décennie 2010. Ce serait bien d'arrêter de publier des trilogies pour une histoire qui va tirer en longueur. Si votre histoire, elle est intéressante sur un tome, c'est pas grave. Ça va pas la rendre moins intéressante, ça va pas la rendre moins captivante, ni moins vendable. D'ailleurs, c'est même plus facile de vendre un bouquin en une fois que de le publier en 3 ans. Le problème aussi, c'est que ça nous propose très souvent un deuxième tome assez creux, assez long, avec évidemment le cliffhanger final qui vous donnera envie d'acheter le 3e tome, mais qui globalement vous aura fait passer un moment passable, hein, pas très intéressant. Et très souvent, hein, suite logique d'ailleurs de ce 2e tome assez creux et de cette histoire tirée en longueur, ce sera un 3e tome avec une chute relativement décevante, prévisible, hein, puisqu'on nous l'aura quand même beaucoup vendu dans les tomes précédents, et donc un dénouement qui vous laissera quand même globalement sur votre faim. C'est donc pas parce que ce sera un one-shot que ce sera un mauvais livre, moi je préfère un bon livre bien foutu, plutôt que 3 livres carrément moyens. Et enfin, dernière chose que je ne veux plus voir en 2020, ce sont les tropes, donc ce sont les clichés, et le recyclage d'idées. Voilà, ces choses-là que vous trouverez très souvent dans les bouquins. T'as l'impression que certains auteurs n'ont pas lu ce qui se faisait alentour, parce que du coup ils refont les mêmes choses, ou alors ils se sont dit putain c'est chouette, je vais faire pareil, mais je vais changer le nom du personnage principal, la mienne elle sera brune et pas blonde, et elle vivra pas dans un univers de fantasy, mais dans de la SF. Alors je vous fais un petit florilège des trucs que je veux plus voir et qui me saoulent, tout confondu. Hein. L'héroïne belle et intelligente qui se trouve moche et conne, et qui s'est regardée dans le miroir pour se décrire aussi. L'allié ou le meilleur ami du héros qui en fait était un ennemi depuis le début. Oh, quelle surprise! Oh là 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 là, on l'a jamais vu celle-là. Valable aussi pour le personnage principal qui fait confiance au premier inconnu qui passe et puis qui d'un coup est surpris d'avoir été trahi. Même type d'idée mais avec un petit fond sexiste, la femme puissante et reconnue par tout le monde qui est en fait une grosse méchante qui en veut à la terre entière et qui est totalement narcissique. Divergente, je pense à toi. Le meilleur ami masculin qui est amoureux de l'héroïne depuis le début. Ce serait bien de temps en temps de montrer que l'amitié fille-homme est aussi une réalité, hein, c'est aussi une possibilité. Le héros qui est forcément orphelin ou en rupture avec sa famille pour être en colère contre la société, le gouvernement et le système qui l'entoure. Alors non, hein, c'est quand même possible d'être en accord avec sa famille et d'être en opposition avec le gouvernement et le système qui nous entoure. Hein. On n'a pas besoin d'être laissé à l'abandon pour être en colère d'ailleurs. C'est aussi valable hein, pour le mentor du héros qu'on s'amuse à buter hein, quand même assez rapidement dans l'histoire parce que vous comprenez, une mort ça fait grandir, ça le fait évoluer dans l'histoire. Non, hein, c'est pas vrai. Une mort ça fait pas grandir. C'est douloureux, on s'en remet pas comme ça en se disant je vais aller niquer le gouvernement comme ça parce que maintenant j'ai plus rien à perdre. Non, non, d'abord t'as mal, tu souffres et peut-être plus tard t'évolues. Hein. Mais non, non, une mort ça fait pas grandir vraiment. Merci de ne pas continuer à répandre ce cliché assez malvenu. Le personnage qui fait toujours les mêmes erreurs, qui les répète encore tout en sachant et en nous disant qu'il sait qu'il fait de la merde et qu'il sait qu'à un moment ça va lui retomber dessus et qui quand ça arrive ne comprend pas comment ça se fait.
La dystopie habituelle avec le personnage principal qui évolue dans son monde dans lequel il a toujours grandi, puis qui d'un coup, oh, un élément perturbateur, il prend conscience que certaines choses ne sont pas normales et qu'en fait on lui a menti depuis toujours, qu'on le manipule et que oh, d'autres gens existent. Alors ok, c'est bien, hein, de manière générale ça me dérange pas tant que ça, mais c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Mais ce que j'aimerais bien voir dans la dystopie, et ce qu'on voit pas assez souvent, c'est quand même le personnage qui sait qu'il évolue dans un monde avec des failles et qui veut donc le remettre en question, mais qui vient pas juste de s'en rendre compte un beau matin parce que son ordinateur a eu un bug, que Jean-Michel lui a pas parlé de la même façon que d'habitude. Stop. Autre cliché habituel qu'on retrouve beaucoup dans les thrillers, le flic avec la vie complètement niquée. Vous voyez, le gars il est alcoolique, cynique, méchant, pessimiste surtout. Parce que vous voyez, il a eu une vie extrêmement compliquée. Hein. Sa vie est dure, il en a bavé plus que tout le monde sur Terre, sa femme est morte, son chien s'est fait écraser, son hamster consomme de la coke, et en plus, il s'est fait spoiler la fin de Game of Thrones, il est vénère, et il verra plus jamais la vie du bon côté, d'accord? Donc il mènera des enquêtes ultra glauques, avec un passé ultra lourd, qui l'influencera sur tout. C'est bien quand même de montrer des flics qui ont aussi une vie normale, lambda, qui seront pas influencés forcément par leur passé pour faire aussi des conneries et des bavures, hein, parce que souvent ce flic-là est violent, se bat, respecte pas les règles. Ok, c'est de la fiction, mais on peut aussi avoir un mec normal hein, qui règle des enquêtes affreuses. Genre... c'est possible. Dans la SF, je pense que ça c'est le truc qui me saoule le plus, c'est l'auteur qui construit un univers volontairement alambiqué, complexe, pas forcément ultra bien foutu, hein, mais qui a juste l'air compliqué, avec des détails qui vous donnent pas trop ou au compte-gouttes parce que tu vois, ça permet de rendre le truc un peu plus fouillé, non. Pour une histoire qui au final est totalement banale et prévisible. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est pas parce que ton univers a l'air mystérieux et complexe et potentiellement original que ton histoire le sera. Prenez bien ça en compte. En tant que lecteur, on le voit, ça nous saoule, c'est chiant. Moi, je me sens trahie quand ça arrive. Donc s'il vous plaît, faites attention. Voilà pour les choses qui personnellement m'agacent dans la littérature, que j'aimerais ne plus voir en 2020, même si certaines de ces choses se sont déjà produites en 2020. Ce serait chouette que les maisons d'édition fassent plus attention, que peut-être les lecteurs soient plus critiques et plus sensibles à certaines thématiques, et qu'ils encouragent aussi le changement chez les maisons d'édition, parce que vous avez aussi une puissance en tant que lecteur, c'est de dire à une maison d'édition quand ça va pas, quand c'est pas correct, quand il faut changer quelque chose, quand on aimerait être mieux représenté, quand on aimerait être plus représenté. Ça reste du commerce pour eux, peut-être même associé à une passion à la littérature, hein, mais ça reste du commerce. Notre pouvoir aussi en tant que lecteur, c'est justement de pas faire marcher le commerce quand il y a des contenus problématiques qui sont publiés par exemple. Ou de signaler que tout simplement on consommera plus ce type-là d'histoire. Alors bien sûr, j'encourage personne à aller taper sur les maisons d'édition que j'aurais pu citer parce que c'est pas absolument pas le but de ma vidéo, c'était vraiment à titre d'exemple, mais voilà ce que moi je ne veux plus voir et ce que j'aimerais que les maisons d'édition entendent. N'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez plus envie de voir dans la littérature en 2020 dans les commentaires. Là encore, je vous prierai de rendre cet espace commentaire bienveillant. Si vous avez des désaccords, vous pouvez les exprimer tant qu'il n'y a pas d'insultes, d'attaques personnelles, allez-y, moi je suis tout à fait ouverte au débat. Et puis si vous êtes d'accord, n'hésitez pas. Si vous avez des trucs qui vous saoulent que j'ai pas mentionné, allez-y, faites-vous plaisir. Et ce sera tout, et j'espère que cette vidéo aura été intéressante, que ça aura pu permettre d'ouvrir certains débats, de parler de certains sujets, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!